Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. METALXS est une exclusivité Refix by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Artforce. C'est parti! HANGMAN'S, le groupe britannique de metalcore sort son 11e album studio intitulé The Sky, The Earth and All Between chez Epitaph Records. Produit par Jordan Fish, l'ancien claviériste et producteur de Bring Me the Horizon, cet album combine toutes les marques de fabrique de la formation anglaise, des passages de brutalité aux refrains mélodiques, des textes abordant les fractures de la société ou la condition humaine, pour un résultat que certains qualifient déjà de chef-d'œuvre. METALXS a rencontré son fondateur, le batteur Dan Searle, et le chanteur Sam Carter, et ce sont des musiciens particulièrement sereins qui nous sont apparus lors de leur venue à Paris. I feel really excited, actually. I feel very excited to have it out, and yeah, we're really excited for people to finally hear what we've created. Yeah, me too. So I was just thinking about the fact that this is our 11th album. Yeah. We've done this 11 times. Oh, Yeah. you've only done it 10. 10, yeah. I've done it 11 times. Yeah. Yeah, it does feel exciting. I think I wasn't there for the Nightmares buzz. I missed that release week. Pity. It's I think we feel confident and I don't feel any anxiety. I think it's the absence of anxiety that is a good sign. Yeah, the removal of anxiety and the excitement is nicer to deal with. I think we know that I think we feel very confident within ourselves that we've written a good album. Yeah. So sort of whatever happens now is just sort of out of our hands. We've done everything we can to write a good album, and we know it's good. That's all you can do. We know it's good, and it's nice to have that confidence within something you've created to be able to stand by that. And I think having done 11 albums, you start to get a sense of when you of what you. Having done 11 albums, you start to feel what is going to connect and what isn't going to connect. You sense what is going to resonate with fans, with your audience, and what doesn't. So I think by now our instincts are pretty good. Yeah. And I'd be surprised if people don't like the album. Put it like that. I mean, some people won't, but generally, they're just posers. Yeah. They're just pretending. They don't have happy home lives. Yeah, I think that's fair. I think to say anyone that doesn't like our band has probably had a bad upbringing. Grosse nouveauté, l'album a été produit par Jordan Fish. Il a même été question à un moment qu'il rejoigne le groupe après son départ de Bring Me the Horizon. Comment s'est passé ce travail sur un album complet? Great, yeah, he's an amazing person and producer. Someone that we've worked with before, but yeah, it's just so nice to have someone else in our sort of world with me and Dan, and I feel like he's really similar to us too, but he brings another world of talent on board, and it's really helped to have someone with the experience and knowledge that he's had as well, and to sort of bring out some confidence in me and Dan as well. I think actually having somebody come in and be able to tell us what we're great at and it's nice to have someone from the outside us two, because it's normally us two sort of bouncing off each other, but having someone come in and be able to bring us both out as well was important, I think. We felt really strongly that we wanted to move the band up another gear, which is obviously an ambitious thing to do when
It's your 11th album, and you know, we had just lost Josh from the band, who was a big creative part of the group, and so this sort of ambition to fulfill the band's potential in this moment was quite a big idea, but we weren't sure how to get to that point. And Sam and I had really agreed that we'll do whatever we need to do, and part of that was looking for a new collaborator. And so when Jordan became available to do that, it was kind of like, oh, and here's the collaborator. So we were really happy about that, and we've kind of carried that attitude with everything through this process, whether it's like we want the best guy to mix the album, we want the best directors to do music videos. We've just been trying to raise the bar in every department of the band. We got Frank, who has done, you know, some of our favourite Deftones artwork to the album cover. So we were just trying to get the best. We were assembling the Marvel Avengers. Yeah. Metalcore Avengers. Nolly doing the drums. Yeah. Yeah, so we wanted to make sure we had a great team, and Jordan was obviously a massive part of that. Le groupe a choisi les titres les plus heavy comme premier single, et ce, plus en nuances, à découvrir sur le disque à sa parution. Pour quelle raison? We got ya. We disappointed you. You didn't actually. Can't be the last one killing the pain, changing like the seasons, wishing for rain. Yeah, it helps with the flow of the record, I think. Yeah, I mean, like, I don't think either of us enjoy one-dimensional records. I mean, there are a lot of one-dimensional metal records out there, and certain metal fans love that. Like, a lot of metal fans have no problem because that's all they're looking for. But it's just not what we're looking for. I mean, none of us sit down and listen to records that sound like Black Hole, start to finish for 12 songs. I think Black Hole's great, and we're super proud of it. It's probably my favourite song on the album, to be honest. But I don't want 11, 12 of them. For me, that's just too fatiguing, and it just doesn't cover the range of emotions that represent being a human. You know, there's more to us than just rage all the time. You're sad a lot of the time as well. Yeah. So creating an album that gets to explore lots of different styles is that's just who we are. That's what we want to do, and having what we really wanted to do was bring everything together that we've done over the last 15 years. And so the last couple albums we sort of broke down a lot of boundaries for ourselves, and it meant that this album was kind of wide open. We can do pop, or we can do death metal, or whatever. So it gave us a lot of freedom. So we did pop death metal? We did pop death metal, arena death metal. Yeah. One arena death metal song into one radio pop song, because we can, you know. And so we also have a vocalist who can cover those different styles, which is rare and tiring. Yeah, it sucks for Sam, but like a lot of vocalists, you know, you can be a brilliant singer, or you're brilliant at screaming or whatever, but to be able to sing quiet, loud, scream, growl, and everything else, yeah. It would be crazy of us not to utilise those tools. I think even on songs like Landmines and Broken Mirror, I think that are poppier, there's still a heavier, darker element to those songs that maybe we had done on our previous record, and sort of keeping the kind of like heart of Architects in those kind of songs. And yeah, it's funny, with a song like Landmines, I'm like, I almost don't really know what it sounds like from our history, but you can feel it's Architects-y, yeah, in a way. Yeah, it reminds me of sort of like old Architects, but it's sort of pop. But at the same time, it's strange. But yeah, it's a really interesting record, and I, as you say, I like the ups and the downs, and even with the way that everything ends comes in after Black Hole is just so funny to me. Just coming in off of like a guttural into this like sort of sad boy
nu metal sort of track. It's awesome. Sur le titre Saying Red, Architects aborde la question de la perception de leur musique par le public. Les fans peuvent-ils ou ont-ils pu affecter la musique du groupe et en tiennent-ils compte? No, it's funny. You know, if you listen, you probably hear the singles and think the old fans would think we've got to them. They're giving us what we want, and then they'll hear the album and realise that's not so much the case. So I don't think that when we're creating and we're in the studio, we're in the middle of writing a song, we're thinking about the fans at all. No. I think the reality of releasing the songs hits you when the album's mastered and finished, and you give it to the label and you think, okay, how's this gonna react? You know, because I know there's some songs of the album that people have sort of commented on, like, you know, like about how brave it is. But at the time of writing it, we were just having fun, you know, enjoying the creative process. So there was no apprehension or thought of what fans might think. Fans getting under our skin and upsetting us, yeah, that does happen. Like, I don't want to pretend that we're like immune to that. I will say this though: there's a lot of people online who think they know how to write songs better than us, and they might do, and if they do, they should definitely do this because it's a sick job. So I just to all those people that have got they're constantly offering us their advice. Oh, that they shouldn't have done that chorus entry like that. Write songs, get a career in a band, because it is a phenomenal job to have. Yeah, it's awesome. So yeah, those people should all start bands. I don't read anything these days. I'm too sensitive with positives or negatives. It's too much, too overstimulating for me, and my life's just better without it. So I just don't bother. And it's just a nicer place to be in, just because you're just. I don't need the praise. I don't need the hatred. I do what I do, and because I love it, and that's it. And it makes me happy. And I think that's really, when you break it down to what a band is, that's all it needs to be, is the members of that band being happy. Same with Linkin Park. You know, they came back with a new singer, with Emily, and I had a lot of people asking me kind of like what I thought about it. As long as they're happy, who cares? They're the ones that are in the band, they're the ones that have lost their friend, and if they think that it's right to move forward with her, then that's on them. You know, it's the same with us. If we want to write and release a record that we like, cool. You don't have to like it because we're putting it out, you know. And the internet is just like a separate dimension from physical reality, because you know, in the example Sam's given with Linkin Park, Emily might be getting a hard time online, but then they put stadium shows on sale and they sell out straight away. So, and it was the same with us. You know, we over the last couple albums in particular, we got a lot of grief, and we've talked about it a lot. But our band got way bigger, and a lot of our old fans, I see it particularly like with us releasing some heavier songs, they think that they're like welcoming us back, like we've been gone. But like, no, our band went from playing to 1,000 people to 10,000 people. Like our fortunes have been good. You know, like, it's gone well for us. So. I think there's a world as well where it's like every band that just starts to do well or does well just has horrible comments. I think it's just a sort of state of the world. We've become, from what I see on the internet, because we can only speak for our own experience, but I see other people talking about our band, and it seems as though the perception is that the narrative or the discourse surrounding our band is particularly contentious and volatile. It seems like people are particularly possessive over what our band was, and I think that's probably because we went through this big thing with my brother dying, where he was writing about his mortality, and then we were writing about our grief, and it was this big, heavy, like very emotionally seductive narrative surrounding the band. And then we started writing songs taking the piss out of our fans, which is like a serious U-turn in mood. But the thing is, we can do whatever the fuck we want. And
we keep, every time we do whatever the fuck we want, our band gets more popular. Yeah. So why wouldn't we continue to do whatever the fuck we want? So yeah, that's the way we'll continue to be, and we will get more grief on this album. You know, right now the album isn't out and we're being hailed and everyone's celebrating. They're back. But a lot of those fans are going to be, crying over their keyboards when they hear some of the songs on the record. It's funny as well. The last kind of thing that I read before that was a moment for me was this guy had left just such an insane comment, and then I went on his Instagram. He was just a dad. He was like a dad of 2 kids, and like his photos were just like him and his daughters, and just like writing underneath how much like he loved them and how great they were. And I was like, this is crazy to me that this person has this lovely life, but has this like energy still in his life to go and leave this like vitriolic hatred for someone they've never met. And I was like, that kind of sums up how mad it is, because I wanted to reply and be like, fuck you, but then I was like, nah, you're a good guy, really. Like, you must be a nice guy. You look like you're a good dad. And there's probably an element of a lot of this, the grief that we get though of neurodiversity, isn't there? Where people don't have like they don't have the filter, or they just feel so compelled to do it they can't help themselves, and so there's an element of, I suppose, trying to view it with some sympathy, because like, just because a band releases an album I don't leave a comment, but these people feel they need to, and there should be no hard feelings about that, really. But it when you get bombarded, I think it does get under your skin. I'm not going to pretend otherwise. Le chant et la batterie semblent avoir été poussés au-delà des limites atteintes. Se souviennent-ils comment ils en sont arrivés à un point aussi radical? God bless you, good luck. Thank you, yeah. I'm in trouble. We tried to stop doing tunings where I had to sing high, and now we're back. Yeah. That's what the people want. Yep. I think we sent Sam to be castrated. He had his bollocks cut off. And he came back with this really high-pitched voice. We've basically gone back to this. I've had a singing coach for the last year as well, which has been helpful and sort of regaining some confidence that I think was maybe lost a little bit. I think I'm only human. You go through ups and downs with your confidence in your craft. And she's been very beneficial, but also I think when you're in the studio with Dan and Jordan together, I work very well with people that I respect and trust, with praise from them, more so than sort of like the internet or other people. I obviously respect Dan and I respect Jordan massively, so when they were giving me compliments, I was reacting and getting excited and sort of freeing myself almost. Like a puppy. Like a puppy, yeah, basically like a puppy. But it was great. It was a really great creative environment, and I think, like Dan said, with this record, we were giving it everything, right? So if I felt like there was more in the tank for me to do, I was going to do it, because it needed to be the best possible effort that I could give. I think Jordan deserves credit, because I think on the last couple albums, we had sort of brought everything into more of a comfortable range for both of us. Yeah. And Jordan came along like, no, people like it when you sing higher, and people like it when the drums are crazy. So that he's definitely pushed us to go out of our comfort zone and sort of push us to the limits of our capabilities. There's a 4-year-old on the internet covering the drums for Animals. Okay, so that's the level I like to play at. That 4-year-old ideally. In a black hole. I tracked Animals in one take. I was like, this is going to be easy. And I think left to my own devices, I'd probably write more drums like that.
But I'm glad that we've had someone come in and push us, and you can expect the difficult 12th album to be very, very basic, very straightforward, and experimental in ways that fans despise. Architects se prépare à revenir en Europe pour le printemps 2025 avec 4 dates en France, notamment le 10 mars à Lille, le 11 mars à Strasbourg, le 12 mars à Nantes et le 14 mars à Lyon. Et nous avons hâte de découvrir une partie du nouveau répertoire sur scène. Parmi les albums attendus dans les prochains jours, notez sur vos tablettes. Il y a quelques jours à peine, alors que nous étions en train de monter le sujet qui va suivre sur la sortie du nouvel album d'HANGMAN'S CHAIR, Selection, le groupe de la région parisienne a publié un communiqué officiel annonçant l'annulation de ses dates de concerts prévues, invoquant des problèmes d'ordre personnel et logistique. La deuxième chanson de l'album est intitulée The Worst Is Yet to Come. Le pire est encore à venir. Espérons que cela ne soit pas prémonitoire. Même si nous avons dû raccourcir l'entretien sur les questions qui ne sont plus d'actualité, il n'empêche que nous ne pouvons pas vous priver de notre rencontre avec Julien Chanut et Cédric Toufouti autour de cet excellent 7e disque, renforcé par l'impact du précédent L'Honneur, qui avait marqué les esprits et poussé HANGMAN'S CHAIR sur une belle trajectoire. Déjà, donc, L'Honneur, c'était la signature avec Nuclear Blast, donc forcément... très gros label, tu touches beaucoup plus de monde, surtout à l'international, et c'est un peu ça qui nous manquait après 5 albums, quoi. Donc, comme tu dis, que des bons retours, et puis beaucoup de concerts, quoi. On a fait, sur vraiment la tournée L'Honneur, on a fait 3 tournées, plus une tournée nous-mêmes en tête d'affiche, donc on n'a jamais autant joué. Là, il y avait un cap au-dessus à passer et qu'on a passé, quoi. Ont-ils eu le temps de savourer cette amorce de succès ? Tu le captes pas parce que ça vient vraiment au jour le jour, et tu le captes avec du recul. Tu le captes aussi avec des interviews comme ça où on t'en parle. Mais sinon, comme nous, on est tout le temps en action, on a tout le temps quelque chose en train de cuire. C'est-à-dire, quand on n'est plus en tournée, direct, on compose. Tu vois, là, quand on est sorti de la tournée Igor amènera, on s'est direct dit, on compose parce qu'on avait le temps.
Et maintenant on marche comme ça, quoi. On a toujours eu ce rythme un peu sur 2-3 ans, une tournée, de la compo, un album, une tournée, de la compo, un album. Ça reste assez régulier, mine de rien, donc à ce niveau-là, ça n'a pas franchement changé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris de pause, quoi. Non, ouais, là on a enchaîné. D'habitude, on a quand même un peu de temps où on peut prendre du recul, tout ça, alors que là, direct, on a enchaîné, quoi. Mais c'est comme ça qu'on marche maintenant, quoi. Tellement maintenant, tout ce qui arrive, c'est un peu du bonus, on essaie d'en profiter au maximum, quoi. N'ont-ils pas l'impression que cela aura pris beaucoup trop de temps pour que le groupe atteigne cette notoriété? Plus de 15 ans? C'est une évolution, de toute façon, il fallait qu'on se trouve aussi au début, sans faire un peu trop ce qui existait déjà, trouver le son, que moi je trouve ma voix, qu'on trouve le style de riff qu'on voulait faire, ce genre de son qui est toujours en évolution sur tous les albums. Non, ça prend un peu de temps, donc puis on n'est pas pressé. Et nous, on prend vraiment notre temps, quoi. Je veux dire, on n'a jamais vraiment explosé. Ouais, non. Voilà, quoi. Puis bon, la notion de succès, je suis pas sûr qu'on y soit encore, hein. Faut pas non plus... Disons que nous, notre succès, c'est de pouvoir continuer. Voilà, ouais. C'est de continuer à faire ce qu'on veut pour de vrai, honnêtement, sans se dire, ah, tiens, faut faire ça, ça marchera mieux, ou je sais pas quoi. Et le faire encore avec plaisir, et on continue à le faire, quoi. Et puis on a le privilège de pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. La patience serait donc leur première qualité? Ouais, on n'a jamais été impatient, quoi. Non, oui, c'est ça. Ce qui arrive, arrive, quoi. On n'a jamais été en quête de succès. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. C'est jouer et continuer à jouer, quoi. Moi, mon plus grand succès, c'est de pouvoir encore faire des albums. On a 45 ans, voilà, et de jouer toujours avec les mêmes gars. Ouais, c'est ça mon succès, quoi. Les addictions mènent fatalement à la tristesse et à la dépression. Le titre Selection laisse place à interprétation libre. Mais ne serait-ce pas plutôt l'idée d'une addiction à la tristesse? Dans ce sens-là. Ouais, c'est totalement ça. Ça résume vraiment ce qu'est HANGMAN'S CHAIR, quoi. Les émotions qu'on veut véhiculer, quoi. Ça a toujours été un peu le thème des albums. Ouais, carrément. Et puis, je veux dire, une addiction à la tristesse, tu vois, on aime les musiques tristes, on aime les films tristes, les gens tristes, tout ça, finalement, moi je trouve ça naturel, quoi. Étonnamment, au contact des musiciens, on ne ressent pas le poids de la tristesse en permanence. C'est un peu comme les comiques qui sont souvent des clowns tristes, qui en dehors sont vraiment tristes, tu vois, et nous, oui, forcément, ce qu'on joue, est-ce qu'on se libère, ce qui est en nous, on n'a pas à le faire du coup en société. Dans notre vie, tout se passe pas forcément bien tout le temps. Après, il faut juste, comme on disait, il faut juste apprendre à l'accepter, parce que c'est comme ça, et que des fois on peut rien y faire. Et plutôt que de ressasser et d'être en dépression un peu perpétuelle, vaut mieux accepter le truc, avancer avec, et puis faire au mieux, quoi. Et c'est pas forcément des sujets que j'aborderai facilement, je veux dire, dans la vraie vie, parce qu'on est plutôt des gens réservés. Mais c'est quelque chose qu'on peut transmettre grâce à notre musique, quoi. Donc ouais, c'est totalement cathartique, quoi. Après, nous, on n'a jamais fait de texte à message engagé, c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Et puis le délire ultra fêtard, je pense qu'on le fait assez. On peut le faire assez dans la vraie vie pour pas avoir à l'écrire. Donc non, je pense que. Et puis j'ai toujours trouvé ça plus intéressant d'écrire des trucs sur des choses un peu lourdes, un peu tristes, plutôt que d'écrire quelque chose en disant juste je sors, je vais aller boire une bière avec mes copains. Voilà, quoi. Ouais, clairement, moi je trouve ça plus esthétique de parler de ça, tu vois, de sujets plus profonds. On a déjà fait une trilogie qui est Hope Dope Rope, This Is Not Supposed to Be Positive et Banlieue Triste.
Et quand on a fait l'honneur, on s'est tous rendu compte qu'on avait, qu'il y avait un autre chapitre de notre musique qui s'ouvrait, quoi. Que ça soit, tu vois, même au niveau de notre visuel, de la pochette, c'est plus Dave de 4 qui travaillait avec nous, qui avait fait ces 3 albums. La pochette était tout d'un coup blanche, tu vois, plus lumineuse, on va dire, et plus la signature chez Nuclear Bass. Enfin, vraiment, il y avait tout un tas de choses qui faisaient que, ouais, on arrive sur un nouveau chapitre, quoi. Et ouais, il y a ce truc où je me dis, l'honneur, c'est vraiment le premier album de ce nouveau chapitre, et Addiction, ouais, c'est un album qui continue ce truc-là. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Je ne sais pas, mais dans ma tête, je me dis, comme j'aime bien ce truc de trilogie, ce chiffre 3 qui est un peu symbolique, hein, la Trinité, tout ça, je me dis que ouais, souvent les choses peuvent marcher par 3 dans la vie, quoi. Il y avait aussi le fait que c'est la première fois qu'on composait un album un peu à distance, puisque c'était pendant la période du confinement qu'il a été composé, cet album. Nous, on a l'habitude de normalement se voir 2 fois par semaine. De beaucoup répéter. On répète à mort, on envoie les morceaux, on voit si ça marche pas. Là, c'était vraiment par mail, et puis de temps en temps, on se retrouvait pour poser les voix, etc. Donc c'était déjà une autre façon aussi de le composer, cet album. C'est peut-être pour ça qu'il était aussi un petit peu différent. Et par la force des choses, avec cet album, enfin avec Addiction, on a gardé ce même rythme, parce que Mehdi le batteur, lui, a déménagé de Paris, quoi. C'est la première fois qu'un gars de chez nous vraiment s'en va, tu vois. Enfin déménage plutôt, et voilà, et on a gardé la même méthode de travailler, quoi. HANGMAN'S CHAIR utilise le thème de la banlieue non seulement comme toile de fond visuelle, mais aussi comme source d'inspiration profonde dans sa musique, reflétant les réalités et les émotions de ces zones urbaines, notamment la solitude dans des endroits pourtant surpeuplés. On y travaille. On a grandi là, c'est ma maison, quoi, on va dire. La banlieue, c'est là où on a toujours vécu, et on s'inspire des choses qu'on a vécues et qu'on vit toujours. Ouais, c'est le côté alone in a crowd, tu vois, où quand plus il y a de monde, plus tu vas te recentrer sur toi-même, plus tu te sens seul. Alors après, nous, on parle pas forcément, tu vois, de trucs très avec ce message politique. C'est vraiment un truc très très personnel. Et moi, ce que je retiens aussi de la banlieue, c'est qu'on s'y ennuie, quoi. Et que justement, c'est pour ça qu'on a fait de la musique, ou tu peux faire autre chose, tu vois. Mais ouais, moi, c'était vraiment l'ennui qui me revient le plus, parce que quand tu voulais monter sur Paris, tu prenais ton RER, il y avait tout un cheminement. Depuis son premier album en 2007, HANGMAN'S CHAIR a montré sa capacité à évoluer et imbriquer les différentes influences de ses membres. Ouais, je pense qu'on écoutait un peu quand même les mêmes bases, même si je viens pas forcément de la même scène musicale que Mehdi, Clem ou Julien. Nous, avant, on venait de la scène hardcore, quoi, et c'est là-dedans qu'on a vraiment grandi. Et plus dans le death metal et ces trucs un petit peu. Mais pour le coup, il n'y a pas de death metal dans HANGMAN'S CHAIR. Ah non, il n'y en a pas non plus. Mais par contre, on écoutait quand même cette base un peu en commun qui était tout ce délire 90s. Avec des groupes comme Alice in Chains ou Typo, des trucs comme ça. Donc ça, on l'avait en commun, par contre. Après, oui, donc nous, après cette période hardcore, on a eu une période sur les premiers albums de HANGMAN'S CHAIR, donc plutôt sludge, stoner, doom, tu vois, époque Nouvelle-Orléans, un peu tous ces groupes, et c'est à partir justement de Prop, à chaque fois je parle de cet album-là, mais c'est vraiment l'album où on s'est dit, ouais, on va essayer de mixer des trucs de notre enfance, enfin du hardcore. Et c'est là où on a trouvé vraiment notre identité. Donc nous, c'est toujours un espèce de mix. On a le cul entre 1000 chaises. Et maintenant, ouais, comme tu as dit, on rajoute des influences cold wave, post-punk, parce que c'est ce qu'on écoute en ce moment, tu vois.
on arrive toujours à trouver une nouvelle influence, quoi, où on peut s'inspirer, tu vois, et le faire à notre sauce, parce que après le son HANGMAN'S CHAIR restera toujours gros, tu vois, sauf qu'on arrive à s'inspirer de groupes qui n'ont rien à voir, quoi, tu vois, des trucs comme The Sound, comme Asylum Party, des trucs post-punk des années 80. Finalement, c'est des fois presque on rejoue ces mêmes riffs-là, mais avec notre son, quoi. La dernière question que nous posions alors au groupe était de connaître son avenir proche, et sa réponse, évidemment, n'a plus aucune validité après les récentes annulations. Terminons sur une touche optimiste. L'album s'achève sur un titre, Healed, qui interroge sur la perspective d'être guéri. C'est ce que toute l'équipe de METALXS souhaite à HANGMAN'S CHAIR dans les prochaines semaines, avoir surmonté ses problèmes personnels et logistiques. Voilà, METALXS, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro avec toujours plus d'interviews, de surprises et de contenus inédits. Un immense merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de prolonger l'expérience métal sur riffx.fr. Salut!